Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être connectés avec nous cet après-midi. Je m'appelle Agathe Beau et je suis animatrice des communautés professionnelles eau pluviale et assainissement collectif d'Idéalco. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une session qui touche au cœur de vos missions. On va découvrir ensemble une étude inédite que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux ces derniers temps, qui a été menée par la TEP, donc les acteurs du traitement des eaux de la parcelle, un travail d'envergure auprès de 223 élus et agents de collectivités territoriales, ainsi que près de 1000 Français. Donc, pour mieux comprendre, enfin, l'objet de cette étude étant de mieux comprendre comment les territoires perçoivent l'urgence climatique, la gestion des eaux pluviales, l'assainissement non collectif ou encore la valorisation des eaux non conventionnelles. Donc, un planning large aujourd'hui. Bref, un panorama riche, actuel et précieux pour éclairer un certain nombre de vos décisions locales. Le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est l'occasion idéale pour comprendre les priorités des collectivités, enfin de vos collectivités, parce qu'on a regardé un petit peu avant, vous êtes principalement des collectivités connectées, vos marges d'action, mais aussi les freins que vous rencontrez dans cette adaptation. Donc, pour nous accompagner dans cette exploration, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants à nos côtés aujourd'hui. Jérémy Sténinger, qui est directeur général de l'ATEP. Bonjour Jérémy. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Que vous avez peut-être déjà vu dans de précédentes webconférences ou lors de divers événements. Et on accueille aussi aujourd'hui Alicia Adrovic, qui est responsable du développement Skywater chez Soprema, qui nous dira un petit mot par la suite sur son entreprise spécialisée dans le domaine, enfin dans un domaine assez large d'ailleurs, l'étanchéité, la couverture, l'isolation. Enfin voilà, Alicia, je vous laisserai préciser par la suite. Donc, au programme de cet après-midi, on va décrypter cette étude et on passera très rapidement à une partie un peu interactive où on vous fera passer un petit sondage en direct aussi qui nous permettra de voir voilà, donc, les grandes tendances aussi parmi les participants aujourd'hui et de vous faire interagir. On est moins nombreux que d'habitude cet après-midi connectés, quoique ça commence à monter un petit peu. Mais voilà, on pourra aussi peut-être se dire que dans ces circonstances-là, on peut allumer le micro et on peut se dire qu'on prend la parole et que vous pouvez aussi nous faire des retours enfin, voilà, à l'oral. Mais si vous souhaitez nous poser des questions par écrit sur Zoom, ça sera dans l'onglet Q&R en bas de votre écran. Et sur Vimeo, sur le chat classique, voilà, à droite de votre écran. N'hésitez pas à réagir, à commenter. Vous pouvez également interagir avec des emojis, émoticônes, tout ça sur Zoom. Donc n'hésitez pas, parce que je vous rappelle qu'avec les intervenants, on ne vous voit pas. Et finalement, la session, elle est enregistrée et elle sera disponible sur la plateforme d'ici quelques jours avec les supports de présentation. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tous les éléments que j'avais à vous donner jusqu'ici. Je propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et Jérémy, tu peux partager ton écran. Eh Merci ben, beaucoup. merci Agathe. Vous avez tous mon partage d'écran, c'est bon? Oui, parfait. Donc voilà, on va construire cette webconférence en trois parties, hein. Une première partie où je vais vous présenter les résultats de l'étude sur le volet collectivité. Ensuite, Alicia viendra faire un retour d'expérience d'une réalisation concrète qui s'est faite en termes de valorisation des zones non conventionnelles. Et comme l'a dit Agathe, on passera à une troisième partie plus interactive où on viendra avec vous challenger les résultats, notamment les résultats des 1000 Français, de voir si vous êtes dans la même mouvance que ces 1000 Français qui nous ont répondu. Donc peut-être tout d'abord pour commencer, prendre le temps de présenter qu'est-ce que la TEP, hein. Donc la TEP, c'est une organisation professionnelle qui rassemble les acteurs du traitement des eaux de la parcelle. Ça a été créé le 1er octobre 2020 à l'initiative principalement d'industriels de l'assainissement non collectif qui souhaitaient structurer, promouvoir et développer une nouvelle vision de la gestion de l'eau, la vision de la gestion de l'eau à l'échelle du bâtiment et de la parcelle, pour faire finalement des contraintes réglementaires une opportunité de valorisation des eaux. Donc, on s'est structuré autour de trois thématiques, la séparation à la source et le traitement des eaux usées par l'assainissement non collectif, la gestion durable et intégrée des eaux pluviales et également la valorisation des eaux non conventionnelles. Et on publie notamment un certain nombre de documents de vulgarisation et de référence sur ces différentes thématiques pour accompagner l'ensemble des professionnels de la chaîne de valeur autour de ces sujets-là.
Donc aujourd'hui, on fête 50, ce syndicat, hein, où on a agi beaucoup sur la promotion du stockage, du traitement et de la valorisation des eaux du bâtiment et de la parcelle. Et effectivement, comme je disais tout de suite, sur l'objectif de faire d'une contrainte, on a une contrainte réglementaire de gérer, de traiter, de stocker les eaux. Et ben pourquoi on n'en fait pas une opportunité de valoriser les eaux sur son territoire? Donc tout ça, ça c'est la genèse de l'enquête, de l'étude finalement. On avait formulé, dès la création du syndicat, une dizaine de propositions qu'on avait reformulées à l'occasion des élections législatives. On a 10 propositions fortes qui vont de permettre aux Français d'accélérer la sobriété des usages de l'eau, de stimuler la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, de promouvoir et reconnaître la récupération et utilisation d'eau de pluie comme une solution participative à la gestion des eaux pluviales, de développer la valorisation des eaux non conventionnelles à l'échelle des bâtiments et des parcelles, pour ce faire, d'intégrer dans le Code de la construction et de l'habitation une nouvelle obligation, l'obligation d'étude de faisabilité de la sobriété des usages de l'eau pour toute nouvelle construction, de venir ensuite, une fois qu'on a mis en place des équipements, venir vérifier leur conformité avec un conditionnement au raccordement au réseau public d'eau potable d'une attestation de conformité des installations privatives de distribution et d'évacuation des eaux. On l'a déjà aujourd'hui, hein, avec le service public d'assainissement non collectif sur l'ANC, mais l'idée c'est de réfléchir à étendre ces actions-là à la récupération et utilisation d'eau de pluie, au recyclage des eaux grises, à tout ce qui est gestion de l'eau à l'échelle du bâtiment et de la parcelle, aller vers une obligation d'entretien et de maintenance de ces installations-là pour les pérenniser et puis les faire rentrer dans le monde du bâtiment et de la construction comme une composante à part entière, que l'eau vienne prendre sa place comme le fait l'énergie. Donc en intégrant notamment un volet eau au carnet d'information du logement, en élargissant le diagnostic des performances énergétiques et pourquoi pas créer un DPE bis, un diagnostic des performances eau ou de la sobriété hydrique du bâtiment. Et puis tout ça aussi accompagner les Français au travers du service public de la rénovation de l'habitat qui est France Rénov. Et pourquoi pas d'avoir un volet eau. Et finalement, face à ces 10 propositions, il nous semblait important de pouvoir les confronter à la réalité du terrain, à la réalité des collectivités et des Français. Et c'est un peu dans l'objectif de compléter ces propositions et de voir quels étaient les freins, les leviers, les possibilités d'action et les attentes des uns et des autres pour pouvoir venir challenger ces propositions et voir qu'est-ce qui pourrait faire qu'on passe de l'intention à l'action sur ces sujets-là. Donc, de quoi on va parler cet après-midi? Parce qu'il y a plusieurs sémantiques. Bon, je vois qu'on a un public principalement de collectivités et de sachants, du coup, sur la plateforme d'Idéalco. Donc, il y a peut-être moins à revoir les terminologies, mais faire quand même un distinguo important entre eau de pluie et eau pluviale, hein. Les eaux de pluie, ce sont celles qui sont captées sur des surfaces inaccessibles, qui n'ont pas ruisselé sur le sol, donc qui sont le moins sales possible. Et c'est celles-ci qu'on peut réutilisées aujourd'hui dans les systèmes de récupération d'eau de pluie, sont notamment les toitures inaccessibles. Les eaux pluviales, bah, celles-ci sont les eaux des précipitations qui ont touché et ruisselé sur le sol. Celles-là, elles peuvent être un petit peu plus sales et polluées et nécessiter un traitement. Donc, on a les eaux grises. Donc, les eaux grises, ce sont aujourd'hui au sens de la vision qu'on a de valorisation d'eau non conventionnelle, sont les eaux grises de salle de bain, en fait. Ce sont les eaux des douches, des lavabos qui sont récupérées pour leur donner une seconde vie. Et les eaux usées traitées, ben, ce sont les eaux qui sortent d'un système d'assainissement, un système d'épuration, qu'on fait l'objet d'un traitement avant de pouvoir avoir une seconde vie, une valorisation. Donc cette enquête, donc c'est une enquête qui a été menée par la TEP avec Infopro Digital Études, hein. On s'est associé à un organisme d'études, un organisme de sondage pour réaliser cette enquête. Elle a été réalisée du 27 septembre au 17 octobre 2025. C'est important d'avoir les dates, hein, parce que là, enfin, finalement, on est après les périodes de temps sec, mais en fonction du moment où on pose les questions, en fonction de la saisonnalité, on ne va pas forcément avoir les mêmes réponses des collectivités ou des Français. Donc au début, on misait sur 150 réponses d'élus et d'agents. On en a eu plus, on a eu 223 réponses d'élus et d'agents de collectivités locales. Donc ça se répartit à peu près équitablement, hein. On a à peu près à 50-50 élus agents et on a un panel représentatif de 1000 Français qui ont répondu,
qui représente le territoire, la diversité des populations sur le territoire national. Donc la première question qu'on s'est posée, c'était est-ce que les Français, les collectivités sont vraiment prêtes à agir en matière de gestion de l'eau? Et en fait, là, il n'y a pas de suspense à avoir sur les résultats. À 96%, les collectivités ont estimé que la gestion de l'eau était une priorité absolue pour leur territoire. Donc ça nous montre que c'est un sujet, que la prise de conscience, elle est là aujourd'hui et que ça peut être un des défis du mandat à venir. On est à la veille des élections municipales et ça peut être un défi pour les élections municipales, pour le programme, pour le mandat communal, mais ça peut être aussi un défi pour l'intercommunalité, parce que les intercommunalités vont également se renouveler à la suite des élections municipales. Donc maintenant, je vais faire un zoom en fait par grande thématique qu'on a au niveau de la TEP, et puis ensuite on pourra échanger sur d'autres résultats. Le traitement des eaux usées par l'assainissement non collectif. Ce qui est intéressant, c'est on a vu dans les réponses, il y a une collectivité sur deux qui souhaite accompagner les particuliers au travers d'opérations groupées de rénovation des dispositifs d'assainissement non collectif. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit que ça révèle un comportement des collectivités qui souhaitent accompagner les particuliers, apporter un service. Et c'est d'autant plus significatif, une collectivité sur deux, que les agences de l'eau s'étaient désengagées hein, des accompagnements à la réhabilitation de l'assainissement non collectif. Elles y reviennent, hein, elles reprennent un engagement, elles réintègrent des aides dans leur programme pour accompagner les particuliers au travers d'opérations groupées d'assainissement. Donc ça montre que les collectivités, elles sont prêtes à agir, elles sont prêtes à agir en local, en proximité, mais également avec un accompagnement des partenaires, je dirais, institutionnels ou financiers pour chercher à apporter un réel service aux usagers. Donc on voit aussi hein, dans les chiffres qu'il y a le développement sur les parcs et jardins. Il se développe de plus en plus la mise en œuvre de toilettes éco-responsables, de toilettes sèches sur ces installations-là. On voit que les collectivités s'engagent aussi en rénovant les assainissements non collectifs de bâtiments publics collectifs. Donc comme on le voit par exemple sur des lycées ou des collèges, il y a des rénovations des installations. Et il y a un nouveau sujet qui commence à émerger aussi, c'est la mise en place de l'audit. Les services, on organise des audits de services d'ANC pour pouvoir les accompagner et puis mieux déployer les services, mieux faire accepter le service et et apporter un réel plus à la population. Donc, quelques idées pour les projets de mandat à venir. Hein. Donc, ce que je disais, là, l'installation de toilettes sèches dans les espaces publics, la réhabilitation des ANC, des bâtiments communaux et de la collectivité, l'organisation de ces fameuses opérations groupées, l'audit, et puis informer et inciter les usagers à la pérennisation de leur installation au travers de l'entretien, la maintenance et la réhabilitation de l'assainissement non collectif. Donc, en ce qui concerne la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, ce qui est intéressant de voir, c'est que 4 collectivités sur 10, 43%, ont déjà déployé des actions de gestion des eaux à la parcelle. Donc, en intégrant ça soit dans leurs règles d'urbanisme, soit en l'imposant sur leurs nouvelles réalisations, en prenant conscience du sujet et de l'importance. Et on se rend compte que aujourd'hui, il y a 73% des collectivités qui font de la récupération et utilisation d'eau de pluie qui l'utilisent pour l'arrosage des espaces verts. Il n'y a que 16% de collectivités qui n'agissent pas aujourd'hui au niveau des parcelles, et ce, par manque de ressources à la fois humaines et financières pour développer ces choses-là. Et on voit qu'aujourd'hui, les 43% de collectivités qui agissent déjà sont des intercommunalités plutôt en secteur urbain, et qu'aujourd'hui, il y a encore un grand travail à mettre en place sur l'évolution des règles d'urbanisme, notamment sur la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, sur les plus petites collectivités et sur les territoires ruraux. Donc là, dans les exemples de ce qui peut se faire, donc il y a la désimperméabilisation des parkings, des places et des cours d'école. On a de plus en plus d'exemples de réalisation en ce sens-là. La mise en place de plantations d'arbres et l'entretien des arbres existants.
l'intégration de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales dans les règles d'urbanisme. Sur ce sujet-là, on peut souligner et mettre en avant ce que vient de faire, c'est tout récent, Rennes Métropole. Au niveau de Rennes Métropole, les règles d'urbanisme ont évolué et le PLU intègre clairement à présent la récupération et utilisation d'eau de pluie comme une solution de gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Pour nous, je crois que c'est le premier PLU qui fait ce type de solution-là avec la mise en place de ce nouveau PLUI qui rend la mise en place d'unités de récupération d'eau de pluie pour des usages intérieurs de façon incitative, et le déploiement par la ville d'un réseau propre de cuves de valorisation des eaux non conventionnelles. Ce qui peut être fait aussi à l'échelle de la collectivité dans les projets de mandat, c'est de fixer des objectifs zéro rejet dans le cadre de mise en place d'écoquartiers. Et un peu le pendant de l'assainissement où on incite à l'entretien et à la maintenance, ben, c'est d'informer et d'inciter les usagers à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales à l'échelle de l'habitation et de la parcelle, parce qu'on voit qu'on a des outils aujourd'hui avec les documents d'urbanisme qui permettent d'inciter dans le cadre du neuf ou des travaux, mais on n'a pas le levier encore pour inciter à faire évoluer les règles et les pratiques au niveau du bâti existant. Donc, en ce qui concerne la valorisation des zones non conventionnelles, on voit qu'il y a déjà près d'une collectivité sur deux qui ont mené des actions de valorisation d'eau de pluie. Ces actions-là, elles sont portées notamment sur des bâtiments publics et où on se rend compte qu'il y a eu des grosses campagnes dans le cadre de la rénovation, de la réhabilitation de lycées ou de collèges, d'installation de systèmes de récupération et utilisation d'eau de pluie pour l'alimentation des chasses d'eau. Et aujourd'hui, ça représente 42% des bâtiments scolaires où il y a eu des efforts qui ont été mis en place en termes d'économie d'eau et notamment d'intégration des eaux pluviales, de la récupération d'eau de pluie dans ces sujets-là. Ce qui est intéressant à mettre en avant aussi en matière de valorisation des zones non conventionnelles, si je fais un petit zoom territorial des données, il y a une collectivité sur deux, 50% des collectivités d'Île-de-France, qui souhaitent engager des opérations de recyclage des eaux grises. Donc ce sujet qui est tout nouveau avec la réglementation de 2024, on se rend compte que là, on va être en zone d'habitat dense, en zone très très fortement urbanisée. Ben, le recyclage des eaux grises des bâtiments, c'est une réalité, c'est une vraie préoccupation des collectivités pour le mettre en place dans les années à venir. Donc, des idées pour intégrer dans les projets de mandat pour les collectivités sur la valorisation des zones non conventionnelles. Donc, il y a l'intégration de l'étude de faisabilité de la valorisation des zones non conventionnelles dans tout nouveau projet de bâtiment public sur la commune. Il y a à intégrer la récupération et l'utilisation d'eau de pluie dans les écoles maternelles et primaires. Donc ça, c'est assez important parce que la récupération et l'utilisation d'eau de pluie, elle est autorisée depuis 2008 en France. La réglementation de 2008 excluait les usages intérieurs pour les écoles maternelles et primaires, les lieux d'accueil de petite enfance, c'était des bâtiments à public dit sensible. Aujourd'hui, la réglementation elle a évolué en 2024 et il est possible de récupérer et de réutiliser l'eau de pluie à l'intérieur des écoles sans aucune exigence complémentaire. Donc, ça donne une possibilité aux collectivités supplémentaires où on voit qu'on a beaucoup de désimperméabilisation au niveau des cours d'école, mais on pourrait aussi gérer les eaux de toiture en matière de récupération et utilisation d'eau de pluie pour alimenter les chasses d'eau. Donc, on voit que la récupération d'eau de pluie, tout à l'heure, je vous l'ai dit, à 73%, ça se développait pour l'arrosage des espaces verts. On peut aussi récupérer l'eau de pluie au niveau d'une commune pour le nettoyage des voiries, le nettoyage des véhicules. Il y a le recyclage des eaux grises. Donc, on voit qu'en Île-de-France, les collectivités sont très intéressées, mais ça peut se faire partout. Donc, les eaux grises aux dites de salle de bain. Donc, ça va être partir, par exemple, les eaux de douche. Donc, sur les logements collectifs et notamment les structures sportives, comme les gymnases, vestiaires attenants, un terrain de foot, où il y a beaucoup de douches qui sont réalisées sur ces bâtiments-là, bah, il va être possible de récupérer, de traiter et de valoriser les eaux grises au travers notamment de l'alimentation des chasses d'eau. Et ce qui est important, c'est que la collectivité aussi s'empare de ce sujet et informe et incite les concitoyens à aller vers des usages domestiques de ces eaux impropres à la consommation humaine à l'échelle de leur habitat et
de leur parcelle. Donc, ce qui me permet de céder tout de suite la parole à Alicia pour voir un retour d'expérience sur ce qui a pu se faire sur une infrastructure publique en matière de recyclage des eaux grises. Et bah, par exemple, en Île-de-France, là où il y a 50% des collectivités qui souhaitent agir. Effectivement. Merci, Jérémy. Donc, je me présente rapidement, Alicia Adrovic. Je suis responsable du développement des solutions de gestion de l'eau chez Soprema. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas Soprema, mais Soprema est connu pour l'étanchéité et l'isolation des bâtiments. Mais on est aussi pionnier sur les toitures végétalisées. Et donc, comme c'est un moyen de faire de la gestion des eaux pluviales, on a donc aussi une solution globale pour euh, faire de la rétention d'eau en toiture, par exemple, mais aussi récupérer les eaux de pluie et traiter les eaux grises. Donc, c'est la solution que je vais vous présenter. Donc, c'est une solution de phytoépuration en toiture qu'on appelle Skywater Clear, qui a été développée en partenariat avec Aquatiris, donc Aquatiris qui fait partie également de la TEP, qui sont eux spécialisés en phytoépuration au sol. Et nous, on est en toiture végétalisée, donc on a vraiment combiné nos deux compétences pour mettre en place cette solution. Donc c'est une solution qui est brevetée, qui est unique en France. On a également pas mal d'autres partenaires comme le CSTB, le LESU. Et donc, dans la phase héritage des Jeux Olympiques, on a eu l'opportunité de mettre en place cette solution de traitement des eaux grises de la caserne des pompiers à Saint-Denis. Donc, traiter ces eaux grises, donc eau grise, hein, pour rappel, c'est eau de douche et eau de lavabo, pour les réintégrer dans les toilettes, mais aussi pour le lavage des camions des pompiers. Donc, pour ce projet, pour cette solution-là, on a commencé dès 2021 avec un projet pilote dans notre ancien siège à Strasbourg. Ensuite, on a eu l'opportunité de le mettre en place à taille réelle sur le toit de notre nouveau siège social, donc le toit de notre cantine, où on a 128 mètres carrés. Et donc, cette réalisation qui date de l'année dernière a pu, enfin, du coup, était une autre opportunité de mettre en place cette solution. Donc, juste pour rappel, en moyenne, on consomme 150 litres par jour et par personne. Et finalement, on en consomme en fait 60 litres, soit 40% pour la douche, donc qui représente finalement ce gisement d'eau grise. Et c'est vraiment par ce constat-là qu'on a vraiment voulu réutiliser et traiter ces eaux grises parce que c'est un volume qui est constant, contrairement à l'eau de pluie qui est assez variable finalement. Et donc là, à droite, vous voyez la photo de cette phytoépuration Skywater Clear. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'on voit la végétation qui est bien verte, hein, qui donc représente Skywater Clear, parce qu'effectivement, c'est une toiture qui est alimentée tous les jours par des eaux grises, parce que comme je l'ai dit juste avant, on en a tous les jours. Et les plantes aiment plutôt ça. Et la grande toiture, c'est une toiture végétalisée, j'allais dire classique. Et cette photo a été prise en plein, enfin cet été, durant la première canicule, hein, fin juin, si je me trompe pas. Et donc, ça montre aussi que déjà une toiture végétalisée, c'est normal qu'elle change d'aspect, hein. C'est tout à fait normal parce qu'on n'arrose pas une toiture végétalisée tous les jours. Mais voilà, ça montre le contraste entre une toiture végétalisée classique et celle qui traite des eaux grises parce qu'elle est constamment alimentée. C'est pas ça, dessus. Petit contexte réglementaire, bon, ça a été déjà un peu dit avant par Jérémy, mais effectivement, l'arrêté du 12 juillet 2024 nous a vraiment ouvert les portes pour cette réutilisation des eaux grises, parce qu'effectivement, aujourd'hui, donc, on peut récupérer, comme je l'ai dit juste avant, les eaux de douche, les eaux de lave-linge, les eaux de lavabo, pour les revaloriser pour les toilettes, l'arrosage, toiture végétalisée, espaces verts, les fontaines décoratives, mais également, par exemple, le nettoyage des véhicules. Bien entendu, le propriétaire qui met en place ce type de solution s'engage à faire une déclaration auprès du préfet, de valider le traitement, de faire de l'autosurveillance et bien entendu de l'entretien et de la maintenance. Pour information, lorsque nous avons mis en place cette solution sur l'ancien siège, on a fait une dérogation auprès de l'ARS. C'était assez long. Pour la caserne des pompiers à Saint-Denis, on avait commencé par une dérogation, mais finalement,
il y a eu la réglementation qui est passée et donc ça a été beaucoup plus simple. Mais effectivement, aujourd'hui, une simple déclaration est demandée, ce qui facilite beaucoup le côté administratif. On peut passer par ça suivante. Donc, comment fonctionne ce système? Donc, on a 5 étapes clés. Bien sûr, dans un premier temps, on va collecter les eaux grises. On va les diriger vers un local technique où on aura un pré-traitement pour un peu enlever les eaux solides et liquides avant de les renvoyer via un poste de relevage en toiture. Donc là, on a un temps de séjour entre 8 et 10 heures. Et ensuite, on redistribue ces eaux-là vers le local technique pour un traitement final pour vraiment atteindre la qualité d'eau qui est demandée. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais la réglementation nous impose une qualité d'eau assez contraignante, si je puis dire. Et donc, on a besoin d'avoir des traitements complémentaires. Et ensuite, on redistribue cette eau-là vers les différents usages, hein, comme par exemple les toilettes et l'irrigation. Donc, si on fait un petit zoom sur la toiture, donc comme je l'ai dit, hein, ce Préman, on est spécialiste de l'étanchéité, de l'isolation en toiture, c'est un peu notre terrain de jeu, et notamment les toitures végétalisées. Donc, on a 25 espèces différentes de plantes qu'on met en place en toiture, qu'on va donc planter sur 20 cm de substrat qui est spécifique à la phytoépuration. Mais on a un peu le même schéma qu'une toiture végétalisée classique, hein. Concernant l'aspersion des eaux grises, on a une oxygénation pardon, par épandage. Et le point important, c'est qu'on le voit bien sur la photo en bas, c'est qu'on a un bassin étanché qui est indépendant de la toiture terrasse. Donc effectivement, c'est pas comme les toitures végétalisées classiques où on se pose directement sur l'étanchéité. Non, là, ici, on va ajouter vraiment un bassin qui est indépendant. Pour X raisons, si demain on souhaite enlever la phytoépuration, eh ben, on ne touche pas à la toiture terrasse qui est juste en dessous. Donc, ça permet aussi une double étanchéité, etc. Alors, bien sûr, cette solution a plusieurs avantages. C'est une solution fondée sur la nature, donc ça a des avantages, bien sûr, sur cette gestion de l'eau. On traite l'eau, mais on va aussi récupérer les eaux de pluie qui tombent sur elle-même, enfin sur la toiture, et donc on va pas envoyer ces eaux-là vers le réseau d'assainissement. Mais surtout, on a le retour de la biodiversité. Comme je l'ai dit juste avant, et vous voyez sur ces photos-là, la végétation est quand même très bien développée. Et donc, ça, vraiment ça permet de ramener les différents insectes, oiseaux, etc., en ville. Bien sûr, ça permet une économie d'eau potable parce qu'on ne va pas arroser cette toiture avec de l'eau pluviale, enfin de l'eau de pluie, pardon, de l'eau potable, et on va réintroduire dans le bâtiment des eaux qui étaient déjà utilisées. Bien sûr, création d'un îlot de fraîcheur urbain. On le sait tous hein, que les espaces végétalisés apportent de la fraîcheur et donc c'est notamment encore plus vrai lorsque c'est une plante qui évapotranspire beaucoup. Et bien sûr, une valorisation paysagère et esthétique de la toiture. Vous l'avez vu sur la photo juste avant et vous le voyez là, avoir une végétation bien développée, c'est plutôt esthétique et agréable à voir. Un petit zoom sur l'entretien et la maintenance de ce type de solution. Alors, il y a deux volets pour l'entretien et la maintenance, notamment tout ce qui est, j'allais dire, hydraulique. Donc, là, avec les filtrations, le pompage et la distribution, il faut un passage d'un plombier environ 4 fois par an. Et de même pour la végétation, pour éviter d'avoir beaucoup trop de plantes en toiture et surtout des plantes qui sont pas souhaitées. Il faut un passage d'un paysagiste environ 4 fois par an. Alors, je dis environ 4 fois par an parce que, comme dit, on est toujours en phase expérimentale, ou du moins, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, on est à environ 4 fois par an
autant côté plomberie que côté paysagiste. Et enfin, donc là, donc c'est une autre photo de notre du coup siège social, donc sur le toit de notre restaurant d'entreprise. Et donc ça a été notre première chantier, enfin notre premier projet à taille réelle. Et donc aujourd'hui, on a 3 démonstrateurs qui sont mis en place. Donc celui-ci qui a été le premier à Strasbourg, le deuxième, c'est celui que je vous ai présenté juste avant à Saint-Denis. Et on a un troisième projet qui est en place dans une résidence étudiante dans le 13e à Paris. On récupère les eaux de l'abri, les eaux des douches des étudiants. On traite l'eau et on le réintègre notamment pour l'arrosage d'une façade végétalisée. Donc là aussi, c'est assez intéressant de voir cet usage de façade végétalisée. Et on est lauréat de l'appel à projet Innovo, qui est financé par l'ADEME. Donc, on a 5 ans d'études pour ce projet Skywater Clear. Alors, autant d'un point de vue hydraulique, où bien entendu, l'objectif, c'est vraiment de vraiment bien comprendre le chemin de la goutte d'eau, hein, de quand est-ce qu'on va la collecter et quand est-ce qu'on va la réintroduire dans le bâtiment, en introduisant notamment pas mal d'instrumentation, des calculs hydrauliques. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est de comprendre bah, comment se comporte la toiture par rapport aux usages du bâtiment. Parce que du coup, à Strasbourg, c'est une cantine, à Saint-Denis, c'est une caserne des pompiers, à Saint-Denis, c'est une résidence étudiante, où, par exemple, les étudiants sont parfois absents pendant 2 mois l'été. Donc voilà, ça va être assez intéressant de voir ce côté-là d'un point de vue hydraulique. Et bien sûr, qualité d'eau pour vraiment avoir la meilleure qualité d'eau possible selon les eaux qu'on rentre en amont. Et le deuxième volet qu'on va étudier et qui est pour moi hyper intéressant et important, c'est le volet sociologique. Effectivement, on fait appel à des sociologues durant cette étude pour vraiment comprendre comment les usagers acceptent ou non d'avoir ce genre de solution, par exemple dans leur lieu de travail, par exemple là où ils habitent. Parce qu'effectivement, alors nous, on a fait un peu ce retour d'expérience dans notre siège où, par exemple, on récupère de l'eau de pluie. Parfois, si parfois, il y a des gens qui vont tirer la chasse d'eau 2 fois avant d'aller aux toilettes parce qu'ils trouvent que l'eau, elle n'est pas assez claire. Mais voilà, en fait, c'est intéressant de voir que tout le monde vous dira que c'est une très bonne solution, mais pas chez moi. Ou du moins, avec un peu de réticence. Donc voilà, donc ça va être hyper intéressant de travailler sur ces projets-là durant 5 ans. Et ça m'amène vers une petite ouverture où aujourd'hui, on recherche un site pour mettre en place cette solution dans le cadre d'Innovo et donc pouvoir expérimenter tous ces aspects hydrauliques et sociologiques. Et donc, bien entendu, pour mettre en place ce genre de solution, il faut qu'on produise de l'eau grise. Donc, ça peut être, par exemple, des gymnases, ça peut être par exemple des piscines, ça peut être des hôtels ou des logements, etc. Finalement, il faut qu'on ait quand même des douches pour pouvoir récupérer cette eau-là et bien entendu la réutiliser pour de l'arrosage, hein. C'est quand même assez intéressant. Ou même aller jusqu'aux toilettes, mais déjà si on a de l'arrosage, c'est toujours bien. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un peu une vue sur la solution Skywater Clear et n'hésitez pas si vous avez des questions pour en discuter. Super. Merci beaucoup Alicia pour cette présentation. On reviendra sur les questions dans un instant. Il me semble que Jérémy, il y avait une petite slide Oui, avant de continuer. juste conclure cette partie des collectivités avant de lancer un petit peu les. Je ne sais pas si on fait un temps de questions-réponses ou si on passe à la phase interactive, mais on verra comment on gère notre temps. Mais faire cette petite conclusion de l'étude au niveau des collectivités. Donc, les résultats sur le fond sont assez réjouissants quand même, parce que ça montre que les collectivités, déjà de toute taille confondue, sont prêtes à transformer leur engagement en solution opérationnelle.
C'est là qui est intéressant. 96% des collectivités estiment que l'eau est une priorité. Il y en a déjà 4 sur 10 qui ont déployé des actions à la parcelle. D'autres ont envie de s'engager. Ce qu'on voit dans l'étude, que j'ai pas détaillé tout à l'heure, mais c'est pour ça que je le fais à ce moment-là, c'est que les collectivités, elles sont prêtes à agir, mais elles ont besoin d'être mieux accompagnées. On s'est rendu compte dans les résultats qu'il y a des difficultés d'accès à la fois à l'information sur les aides financières, comment les obtenir, quels sont les critères, quelles aides existent, et une insuffisance de connaissances sur les acteurs à disposition des collectivités pour les accompagner et sur les solutions techniques disponibles. Donc nous, ça nous invite en tant qu'ATEP à réfléchir à ça, à comment créer le dialogue et accompagner en proximité les collectivités à la fois sur ce qu'elles peuvent faire, ce qui est à leur disposition pour faire et comment elles peuvent être aidées et être accompagnées pour vraiment rendre tout ce dispositif vraiment opérationnel. Merci beaucoup pour ces éléments et le partage de ces données qui sont, je trouve aussi assez optimistes, avec tout de même des marges de progression évidemment qui restent importantes et qui vont devenir potentiellement sur le long terme des contraintes ou des obligations pour pouvoir améliorer la résilience de nos territoires. Donc, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on avait un petit questionnaire à vous faire passer pour, comment dire, identifier un peu les tendances auprès des participants. Normalement, vous voyez mon écran, vous avez un petit QR code qui s'affiche et je vous fais passer également le lien pour ceux qui veulent accéder au questionnaire depuis le chat. Et normalement, ça s'affiche sur vos écrans et vous avez la possibilité de voter. Donc, Jérémy, je te laisse peut-être introduire la question et redonner un peu de contexte si besoin. Donc la question, c'était, bah, là, on vous pose en miroir vraiment les questions qu'on a posées au panel des 1000 Français pour voir effectivement comment on se situe, si finalement les Français sachants ont la même vision que les Français non sachants, donc de savoir si votre collectivité, elle prévoit de déployer des actions de gestion des eaux à la parcelle sur son territoire ou pas. On voit quand même que pour une bonne partie d'entre vous, Bon, une c'est bonne déjà le cas, partie, mais une on partie est ne le sait au-delà pas. finalement des 43% qu'on déjà fait, et on voit que là, on a une majorité des 2 tiers, on a plus de 60% là, des participants qui ont fait ou qui prévoient de déployer des actions de gestion des eaux à la parcelle ou sur l'échelle de leur territoire. Donc, ça confirme bien qu'il y a effectivement plus qu'une tendance, un passage de l'intention à l'action qui se fait au niveau des collectivités sur ce sujet-là. Oui. Donc là, ce qui est intéressant, bon, les chiffres des collectivités, je vous ai déjà dit, donc je pense que les 96%, les 43%, vous les avez bien entendus et bien identifiés. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Français, finalement, s'approprient ça et le perçoivent sur les 1000 Français qui ont répondu. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même 67% des Français qui reconnaissent que leur collectivité s'implique pour faire des économies d'eau et 63% qui reconnaissent qu'elles agissent suffisamment pour mieux gérer cette ressource. Donc, il y a une vision assez positive des Français de l'action des collectivités en matière de sobriété des usages de l'eau et d'économie d'eau. Et ce qui est assez intéressant à souligner aussi là, parce qu'on souvent on se dit ça agit pas beaucoup parce que l'eau n'est pas assez chère aujourd'hui, donc on cherche pas forcément à faire des économies, à la substituer, à aller vers la valorisation des eaux non conventionnelles, la récupération, utilisation d'eau de pluie et autres. Mais on se rend compte aujourd'hui que même avec un prix de l'eau qu'on estime pas très très cher, hein, et notamment qui est bien, bien inférieur au coût des énergies, mais il y a quand même sur les 1000 Français, il y en a 930 qui sont attentifs à leur consommation d'eau. Donc il faut attention à la consommation d'eau et on se dit que finalement, là, la pédagogie, la sensibilisation et l'importance de la ressource en eau et certainement la médiatisation des temps de sécheresse, de collectivités qui ne sont plus alimentées en eau sur des périodes de temps sec, tout ce qu'on peut voir et entendre sur les usages de l'eau et sur les effets de la sécheresse, bah, montre qu'aujourd'hui, les Français sont très attentifs et font attention à leur consommation d'eau. Donc, c'est assez encourageant et assez intéressant pour l'avenir. Oui. On va pouvoir passer à la deuxième petite question. Il y en a trois
qui vont Il suivre. en reste encore trois. On a quatre items. En fait, on a le premier item qui était sur la gestion de l'eau. Celle-ci qui est sur les effets du changement climatique. On verra ensuite ce qu'est économie d'eau et valorisation des eaux de pluie. Et puis pour finir, les aides financières et l'accompagnement. Et là, on regarde à la fois des collectivités et des Français, parce qu'en fait, c'était vraiment la même question qu'on leur a posée. C'est de voir avec vous quels sont pour vous les principaux enjeux en termes de gestion de l'eau. Parce que, enfin, là, les réponses finalement sont assez équilibrées et on voit qu'on a face à nous un public de professionnels du sujet parce que on verra que les avis les Français sont plus tranchés dans les réponses. Ce qu'on voit dans les résultats, donc au niveau des collectivités, c'est qu'il y a seulement 30% des collectivités qui placent les enjeux comme sécheresse et inondation prioritaires et dont 11% la sécheresse. Alors que les Français, c'est totalement l'inverse. Il y a 70% des Français qui voient comme enjeu prioritaire la sécheresse. L'inondation arrive tout de suite, arrive vraiment en queue de peloton, avec seulement 5% des Français qui partagent le point de vue des effets changement climatique autour de l'inondation. Et c'était intéressant de voir qu'il y a quand même 8% des Français qui place dans les priorités des enjeux l'anticipation du risque incendie. Mais c'est intéressant de voir que l'inondation, en fait, elle ressort pas. Et finalement, c'était avec InfoPro Digital, quand on a traité les résultats et les données, on s'était dit que la sécheresse, on la vit tous finalement au quotidien, avec notamment les restrictions des usages de l'eau. Et les inondations bah, ne nous viennent en tête finalement que quand on y est confronté et qu'on a subi un épisode d'inondation qui nous fait on l'a bien en tête, ce sujet-là, quand on se met dans le panel des Français, alors qu'on a vu que vous, dans vos réponses, vous étiez plutôt équilibré et vous placiez la sécheresse au même niveau que l'inondation. Ouais. Donc oui, on a deux petites réactions. Michel Lafort qui nous dit que sur le risque incendie, il pense que ça dépend essentiellement de la localisation géographique. Oui, Là-dessus, je pense que oui. on sera tous d'accord et alignés pour dire qu'à partir du moment où on a subi quelque chose ou on a perdu sa maison, Incendie et voilà, inondation, c'est à peu près effectivement le même. c'est ça. Le même, je pense qu'il y a un impact, et on le verra, mais ça sera, parce qu'on on romance notre communication, hein, mais on verra dans l'approche, on va avoir à partir du début d'année une approche territoriale de traitement des résultats de ces études. Et effectivement, tout à l'heure, je vous ai parlé des eaux grises en Île-de-France, et on voit que les résultats peuvent être significativement différents, qu'on soit dans le nord, dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest de la France. Oui. Très bien. Et pour le coup, la sécheresse et les restrictions d'usage de l'eau, on les subit tous à un moment donné, malheureusement, de l'année avec Mm. les effets du changement climatique actuel. Oui, Francis Hubert qui nous répondait que les quatre propositions de réponse sont évidemment parmi les principaux enjeux pour les collectivités. C'est vrai que l'idée, c'est aussi dans l'étude, pour cartographier aussi ces enjeux par région, c'était aussi de les classer, enfin un peu j'imagine, de faire ressortir quelles étaient Ouais. vraiment les priorités absolues, ce qui permettait aussi de cartographier et de différencier les territoires en fonction des enjeux, quoi. On va passer à la question suivante. Donc là, on est plutôt sur le volet des économies d'eau et de la valorisation des eaux de pluie. Et on demandait, sous le regard de la collectivité ou du français, quelles actions ils avaient réellement menées. Hein. C'était pas, ils souhaitaient. Hein. C'était qu'est-ce qui a déjà été fait. C'est pas qu'est-ce qu'on aimerait faire, c'est qu'est-ce qui a déjà été fait à l'échelle de la collectivité ou à sa propre échelle de particulier. Ouais. Ouais, ça se stabilise, on est pas mal. Et puis c'est plutôt pas mal avec la récupération d'eau de pluie qui est en premier, mais qui est logique, hein, qui est une pratique un petit peu plus ancienne, qui est réglementée depuis 2008, mais je dirais qu'il y a une pratique de bon sens un peu ancestrale. Hein. On n'a pas attendu la réglementation ou Paris pour récupérer ou utiliser l'eau de pluie, notamment pour le jardin. Ce qui est intéressant, c'est aussi le pourcentage toilettes sèches, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 20% des Français qui ont déjà utilisé ou qui ont déjà eu à faire face à l'usage de toilettes sèches, soit dans son habitation, soit du coup dans des lieux touristiques, hein, parcs et jardins ou dans des parcs naturels où on retrouve ce type d'équipement. Donc là, tout à l'heure, on l'a vu, hein, qu'il y avait une collectivité sur deux qui récupérait, qui valorisait l'eau de pluie. Et ben, au niveau des Français, c'est pareil. C'est plus d'un Français sur deux qui déclare récupérer l'eau de pluie pour son arrosage du jardin, pour le nettoyage de son véhicule.
pour les usages extérieurs et des usages intérieurs. On n'a pas une répartition des Ouais. pourcentages en fonction des usages. C'est dommage, ça pourrait être une évolution de l'enquête d'ailleurs, parce qu'un Français sur deux, ça paraît logique et intéressant. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est finalement, quel est le type d'équipement qui a été mis en place pour la récupération et utilisation d'eau de pluie. C'est ce qui sera intéressant de chercher par la suite. C'est est-ce qu'on est sur du stockage aérien, je dirais dit professionnel, hein, des produits dédiés, ou est-ce qu'on est sur le bidon sous la gouttière qui permet de plonger l'arrosoir à l'intérieur et d'arroser son jardin, ou est-ce qu'on est sur des solutions de stockage de plus grand volume, enterrées avec système de disconnexion, enfin un système totalement réglementaire et normé sur ce sujet-là. C'est l'étape peut-être qu'il faudra qu'on développe dans une prochaine génération d'études, c'est de savoir quelle est la typologie d'équipements qui sont utilisés par les collectivités et les Français. Mais on se rend compte que, enfin, il y a déjà que cette pratique de bon sens, eh ben, le bon sens, il est là, puisqu'il y a qu'on soit collectivité ou français, il y a un sur deux qui récupère et qui réutilise l'eau de pluie, notamment pour des usages extérieurs. Ouais. Et merci de jouer le jeu et à ceux qui... Merci, oui, de participer. Et puis ensuite, enfin, ce qui Ouais. serait important, c'est aussi notre temps d'échange et de questions-réponses, parce que des chiffres pour des chiffres, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on les perçoit, et c'est encore plus intéressant, ouais. Alors là, on est sur les aides financières et l'accompagnement, et c'est sur quels aspects votre collectivité aurait-elle besoin d'être accompagnée, d'après vous? Là, dans vos réponses, on voit le côté opérationnel des collectivités avec les démarches administratives à mener qui ressortent en tout premier, et le souci de concrétisation des projets, notamment au travers du financement. Oui, c'est vrai que d'après ce que j'ai entendu de ma maigre expérience, c'est pas très étonnant que ce soit les démarches administratives et les exigences réglementaires à respecter aussi sur tout un tas de projets, notamment en ce qui concerne la réutilisation des eaux. Bon, là, pour le coup, moi, j'en ai beaucoup entendu parler via la RIOUT, mais enfin, les exigences réglementaires à respecter et la contrainte, d'ailleurs, ça a été évoqué par Alicia tout à l'heure, le niveau de qualité nécessaire en sortie qui fait qu'on est censé avoir un pré-traitement, puis un post-traitement après la phytoépuration. Enfin voilà. C'est vrai que les contraintes réglementaires sur ces enjeux de réutilisation des eaux sont assez importants au final. Ce qu'on a vu, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est que principalement les collectivités, quasiment une sur deux, déclarent avoir des difficultés à obtenir les financements pour déployer leurs actions en la matière. Et il y en a 45% qui admettent de pas être suffisamment accompagnés techniquement, donc à la fois sur la connaissance des solutions disponibles et sur la connaissance des acteurs à leur disposition pour les accompagner. Et au niveau des Français, c'est assez, peut-être que c'est finalement par manque d'intérêt, mais on se rend compte que les Français ont l'impression qu'ils connaissent les solutions et qu'ils connaissent les aides financières, puisqu'ils sont seulement que 28% à avouer qu'ils manquent de connaissances sur les solutions existantes et 21% sur les aides financières à leur disposition. Donc c'est peut-être d'ailleurs, ça nous montre un effet inverse, c'est que la vulgarisation et la communication pour montrer quel était le champ des possibles est peut-être pas là encore aujourd'hui, et qu'il y a un besoin d'aller vers les Français pour les sensibiliser. Super. Merci beaucoup. Euh, Alors, je vais reprendre les petites questions au fur et à mesure. Donc, on a Michel Lafort qui a fait plusieurs petites remarques et qui disait c'est assez amusant car il manque un enjeu important, mais on en reparlera, et qui nous disait aussi tac, 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 sur le premier chiffre qui avait été donné, il me semble, il souhaiterait intervenir sur ce chiffre de 93% quand ce sera le bon moment. Si vous voulez, Michel, c'est l'occasion. Hop, si tout fonctionne bien, je vous ai donné accès à votre micro et vous pouvez nous en dire un peu plus. Et je sais que vous vouliez également donner quelques précisions sur d'autres aspects. C'est l'occasion. Merci beaucoup d'être Vous présent. m'entendez ou pas? Oui, Oui, Ah, merci bonjour. Jérémy et moi, on est dans le même groupe de travail de la Cité sur la oui. réutilisation conventionnelle. Donc bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a quand même quelque chose, des éléments qui m'ont fait un peu réagir. Le premier, en fait, c'est sur les Français qui sont sensibles, en fait, qui disent qu'ils font des efforts, etc. À leur consommation, 93% des Français. Moi, je pense qu'il faut être très, très attentif à la différence entre la perception et la réalité.
Hum. Parce il y a eu un sondage qui a été fait l'année dernière, assez important, qui montre que tous les Français se sentent meilleurs que la moyenne, et que de facto, en fait, ça traduit qu'il y a un décalage pour certains entre ce qu'ils perçoivent et la réalité, en fait, de ce qu'ils font. Donc ça traduit une perception, en fait, puisqu'on leur demande. Oui, Et donc, il faut faire attention à ce 93% ne traduit pas forcément une réalité. Le deuxième point, c'est sur les risques qui manquent. Je trouve qu'il manque en fait, et c'est assez logique en fait, c'est qu'il y a un défaut de perception des Français sur le risque le plus prégnant sur le changement climatique, qui est le risque de tassement et gonflement des argiles, en oui. fait, qui concerne une très grande partie de la population. En fait, je crois que je sais plus, c'est 8 millions de personnes ou de foyers, mais enfin, c'est beaucoup plus impactant potentiellement que le risque d'inondation, par exemple. Et en fait, c'est très mal perçu par la population et de facto, en fait, ils le mettent pas en avant, en fait. Euh, et puis, je voulais réagir sur, oui, sur les histoires de risque inondation, risque sécheresse. Bien évidemment, c'est très connoté géographiquement par rapport aux gens qui se sentent concernés ou pas. Encore une fois, c'est lié à où les gens habitent, en fait. S'ils se sentent dans un endroit à Oui. risque d'inondation, bah, ils vont cocher la case. S'ils se sentent à risque de incendie, notamment dans le sud de la France, dans des endroits où il y a des espaces boisés, ils vont cocher la case. Mais les gens qui sont dans des grandes villes comme Paris, ils vont dire, bah, ça ne me concerne pas. Alors que le stress hydrique, tout le monde va se dire indirectement, peut-être que je vais me retrouver avec un problème. Et ça, c'est une grosse évolution par rapport à il y a 15 ans, hein, où c'était très, très, très différent. Les gens ne se sentaient pas concernés, sauf sur le pourtour méditerranéen. Et puis, la dernière chose, en fait, qui m'interpelle, c'est sur l'écart qu'on a entre de perception là, sur les compétences et la connaissance. C'est-à-dire que pour moi, quand on ne connaît pas quelque chose, je vois mal comment on a la compétence. Donc, je me serais attendu à trouver en fait des chiffres à peu près similaires. Donc là, encore une fois, peut-être qu'il y a une perception de je connais à peu près les sujets, j'ai pas besoin de compétences, je les ai. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un peu bizarre comme. Oui, ça interroge. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, ah si, juste une chose qui m'a interpellé aussi, c'est 51% de Français qui disent qu'ils réutilisent les eaux de pluie. Ça sous-entend que dans les 1000 interrogés, il n'y a que des gens qui sont en maison, parce que je vois mal comment les gens en appartement peuvent réutiliser les eaux de pluie. Mais Bah, ou alors, enfin, alors ça, j'ai pas le. Enfin, je pourrais, hein, on verra quand on fera la. On sait la typologie entre urbains, ruraux et habitat collectif et maisons individuelles. Mais oui, enfin, ces chiffres sur la récupération et utilisation d'eau de pluie, ils sont assez forts, quoi. Donc, surtout que c'est déclarer le faire, hein, c'est pas l'intention, hein. oui, Donc, oui, oui. il est assez. Et c'est pour ça que moi, je pense aussi, enfin, ça doit être effectivement, du coup, une grande. Je pense que dans les répondants, il doit y avoir une grande partie de gens, effectivement, qui doivent être en pavillon individuel. Et, euh, et pour moi, ça inclut beaucoup également de solutions type bidon, tonneau. Enfin, Ah oui, du tu as moment où certaines on a idées. un tonneau et où on plonge l'arrosoir, on aura coché oui, là. Oui. Ah, ce chiffre, il est intéressant, mais en fait, enfin, comme beaucoup de chiffres, en fait, on se rend compte en faisant l'étude, on peut améliorer la génération 2. Il y a des points d'attention et des choses à creuser dans une deuxième génération de cette étude-là pour aller plus dans le détail et dans la compréhension. Et il y a notamment des choses qu'on a écartées, où il y a effectivement ce besoin de compétences et de compréhension. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à la fois au panel et au début, là, on a reclarifié les choses parce qu'il faut bien repréciser. Enfin, si on dit eau grise comme ça, de façon brute, à 1000 Français, on va avoir 1000 versions de l'eau grise. Donc, il faut vraiment faut faire attention au curseur de la vulgarisation et du coup, relativiser effectivement toutes les réponses qu'on a en face, hein. Merci. C'est tout ce que je voulais dire, hein. Ça, c'est bon, j'ai fait le tour. Merci. Merci beaucoup, Michel. Et oui, d'ailleurs, vous aviez posé une autre question qui s'adressait plutôt à Alicia, plutôt, qui Ah était oui. quels sont les coûts au mètre carré de toiture végétalisée et quelle consommation d'eau par mètre carré par mois en période estivale. Et c'est vrai qu'en plus, sur le cas des étudiants où ils sont potentiellement pas là l'été, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on l'alimente, etc. Alors, pour le coup, aujourd'hui, on n'a pas un coût à donner parce qu'en fait, on n'est pas encore en phase d'industrialisation. Mais déjà, une toiture végétalisée, enfin, de ce type-là, avec une vingtaine de centimètres, etc., on est quand même autour de 300, 350 euros, voire 400 du mètre carré.
Donc, on sera plus ou moins à cette ordre de grandeur, voire un peu plus. Et après, effectivement, nous, en fait, on va dimensionner la toiture végétalisée pour recevoir entre 50 et 150 litres par jour et par mètre carré. Et effectivement, on suppose qu'il y a quand même toujours une consommation là, typiquement pour la résidence étudiante, il y a quand même toujours une consommation d'eau, parce que dans un bâtiment à 12 étages, c'est assez exceptionnel qu'il n'y ait aucune habitation un jour de l'année, et encore moins un mois de l'année, parce que c'est vraiment un bâtiment qui ne ferme pas. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question par rapport Oui, à la... alors Oui, oui, tout à moi, fait. juste sur l'histoire de la consommation d'eau, en fait, là, c'est le flux traversant qu'on voit, et c'est pas tout à fait la partie evapotranspirée. Moi, c'était plutôt de savoir, parce qu'en fonction du cortège de plantes, il y avait indiqué qu'il y avait 20 ou 25 plantes Oui. type qui étaient installées. Est-ce qu'on a une idée un petit peu des pertes par évaporation sur le flux traversant? C'était plutôt ça. Euh, Justement, aujourd'hui, on sait qu'on en a, mais on ne les a pas encore mesurés. Donc, tout est l'enjeu justement sur ce calcul en fait, faire le bilan hydrique en fait de tout ce qui se passe et de calcul, parce qu'en fait, on va faire du coup des calculs hydrauliques, mais on veut aussi faire des calculs de rafraîchissement, de mesure de température pour justement modéliser, calculer l'évapotranspiration des plantes qui se réalisent du coup. Parce que j'imagine ça dépend du cortège de plantes qu'on utilise. Oui. Ok, Et on en vient merci. d'ailleurs à une autre question par rapport au choix de ces plantes. Enfin, est-ce que ça va dépendre, j'imagine, peut-être du projet, de là où il se situe, ou est-ce que vous avez, par rapport à la partie phyto épuratrice du dispositif, identifié vraiment 20 plantes et peu importe le contexte, ça sera celle-ci. Alors aujourd'hui, c'est vrai elles sont pas locales. Euh, bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu donc je vais dire juste trois projets, donc Paris et Strasbourg. Mais en fait, justement, on suit la végétation assez de près pour justement les prochains projets. Il y en a qui sont un peu prédominantes par rapport à d'autres, donc on ajuste la palette végétale. On a dans l'équipe un écologue. Et donc, en fait, on fait des relevés de plantes assez régulièrement pour s'assurer que c'est la bonne palette. Mais j'allais dire, en fait, aujourd'hui, on en a une. On est très ouvert à modifier si le client a un besoin spécifique, etc. Enfin, on peut toujours s'arranger, quoi. Super, merci beaucoup. Et oui, il y avait une question qui avait été posée au tout début. Je l'énonce très rapidement à l'oral pour les personnes qui nous suivent sur Vimeo, qui était: les dispositifs mis en œuvre disposent-ils d'un pré-traitement avant utilisation? Mais voilà, vous l'avez évoqué, Alicia, qui avait à la fois un traitement avant puis un traitement après, mais que- pour que tout le monde ait la réponse. Tac, tac, tac. Alors, une autre question qui était: le projet au siège a été réalisé sous dérogation de l'ARS, comme vous l'avez indiqué. Est-ce que si le projet avait été proposé aujourd'hui, l'ARS aurait été OK aussi? Les ARS sont-elles globalement maintenant ouvertes à ces installations? Alors oui, parce que maintenant, c'est vrai que la réutilisation des eaux grises, c'est quand même un sujet qui est beaucoup plus enfin accepté, c'est peut-être pas le bon mot accepté, mais en tout cas qui est beaucoup plus commun. Donc je pense pas qu'on aurait eu un refus, mais parce que vu que la réglementation a évolué dans le bon sens, c'est que je pense que c'est bien. Après, petite précision, nous dans le siège ici, on récupère les eaux de cuisine également, qui ne font pas partie de ce nouvel arrêté de 2024. Donc finalement, même si on doit le refaire aujourd'hui, on serait quand même dans le cas d'une dérogation auprès de l'ARS, parce que les eaux de cuisine ne sont pas considérées comme des eaux grises. Mais en tout cas, l'ARS, oui, je pense que elle est, elle serait toujours OK parce que la réglementation évolue, donc c'est que c'est une solution qui, euh, qui est acceptable, on va dire. Et d'ailleurs, par rapport à ce décret 2024, on a une question sur le sujet également,
qui est donc par rapport au décret et arrêté de 2024. Pensez-vous que les espaces verts publics sont concernés? Car à chaque fois, il est indiqué dans l'arrêté arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments. Ça me paraît clair dans le cas d'une école ou d'un bâtiment et un espace vert, mais quand on a un espace vert sans bâtiment. Je sais pas si toi, Jérémy, tu as une réponse ou... Mais pour moi, c'est toujours effectivement à l'échelle d'un bâtiment. Donc en fait, à l'échelle d'une parcelle plutôt. La réutilisation, le recyclage des eaux grises? Ouais. Alors j'imagine que c'est pour les eaux grises quand même. Alors, ça n'a pas été précisé, mais n'hésitez pas si vous voulez nous préciser quelques aspects, notamment sur le type d'eau dont on parle. Je pense qu'elle voudrait répondre à cette question en direct. C'est écrit. Ah, alors, attendez, hop, je vous donne l'accès au micro. En fait, qu'on soit sur, de toute façon, qu'on soit sur de la récupération, utilisation d'eau de pluie ou du recyclage des eaux grises, on est lié à un bâti, Ouais. on est forcément lié à un bâti de par soit l'eau de pluie, de par la surface de collecte inaccessible, hein, qui est majoritairement, dans 90% des cas, la toiture, et le recyclage des eaux grises, ben, il faut le gisement, et le gisement d'eau grise, il est bâtimentaire, hein. Donc oui, on n'est que sur et d'ailleurs, c'est là que se comprend, enfin d'ailleurs, c'est le champ de la tête, vous l'aurez bien compris, cette étude, elle est aussi, enfin, dans les questions et dans les solutions, on est allé interroger sur tout ce qui était décentralisé à l'échelle du bâtiment et de la parcelle, puisque c'est notre sujet. Donc oui, on est forcément lié à un bâti pour ces solutions-là, oui. Alors là, en l'occurrence, la question a été posée par Delphine Victorino. Je vous ai donné un accès à votre micro si vous souhaitez préciser. Donc, elle précisait dans le chat qu'il s'agissait en l'occurrence des eaux pluviales. Donc, je ne pense pas qu'on parle des eaux grises. En fait, on a un petit peu les 2, mais en fait, on a quelques bâtiments qui sont dans un espace vert, mais c'est des locaux sociaux, pour, les jardiniers. Mais nous, on a plein d'espaces verts où il y a aucun locaux et on aimerait bien pouvoir réutiliser pour faire du réemploi d'eau pluviale. Mais on a l'impression à la lecture de l'arrêté et du décret que, enfin, on n'est pas concernés et ça nous frustre un petit peu parce Ben, qu'on a fait oui, c'est le trou dans la raquette. Enfin, c'est ça, c'est c'est le trou dans exactement la et raquette de la réglementation aujourd'hui, c'est que les eaux pluviales n'ont pas été intégrées comme une eau non conventionnelle. mais du coup, on ne sait pas trop quoi faire, en fait. Parce qu'on a des problèmes avec l'ARS pour l'utilisation de l'eau pluviale Ouais. et ou même de l'eau non potable, puisque à Paris, on a un réseau d'eau non potable et du coup, l'utilisation, on peut la faire pour l'arrosage, mais sous certaines conditions et notamment, on a des problèmes sur tout ce qui concerne l'aspersion et on attendait beaucoup de cet arrêté pour avoir, une ligne directrice plus claire et auquel cas, on n'a pas l'impression de pouvoir vraiment Ah, l'appliquer, sur les eaux pluviales, non, il n'y a pas c'est mmh, pas plus clair du tout, non. donc on espère un jour avoir une clarification ou quelqu'un qui aurait la réponse, mais tant pis. Merci. Merci Ah, à nous, on a vous. posé la question aux deux ministères et on attend depuis quelques mois un échange sur ce sujet, effectivement, des eaux pluviales qui sont Mais au pour les début, oubliés du système, parce que d'ailleurs, enfin, avant l'arrêté, il y avait eu un premier document et dans le cas, c'était intégré justement les espaces verts des collectivités et dans la publication officielle, ça a été enlevé donc je comprends pas en fait, ce qui s'est passé. Pourquoi je parle des espaces verts vraiment publics, sans bâtiment quoi. Mais bon. OK. Je sais pas comment rendre la main pour le micro. Je vous laisse Vous faire. avez juste à le couper. Dans tous les cas, voilà, enfin, voilà, si vous voulez réintervenir, vous le pouvez. Il y avait une remarque et une question qui avait été posée dans le chat par Maxime Pommiès. J'espère que j'écorche pas votre nom de famille. Le premier, donc, il réagissait à quelque chose dont on a déjà parlé, le chiffre d'un Français sur deux qui valorise le plus semble très élevé par rapport à la part de population vivant en milieu urbain. Habitat collectif sans possibilité de récupérer l'eau de pluie, absence de jardin, etc. Donc voilà. Mais là-dessus, on l'a déjà évoqué et on est bien d'accord. Et qui précisait, donc qui nous posait une autre question. Dans le cadre d'une étude accompagnée par la Banque des Territoires, nous avons évalué la réutilisation des eaux pluviales eau grise sur les îlots d'habitation d'un futur quartier de Strasbourg. Conclusion, le coût du mètre cube s'avère supérieur dans les deux cas à l'eau potable, qui est peu chère ici. La TEP a-t-elle des retours d'expérience sur l'évaluation de ces coûts? Et dans la même étude, on observe aussi que l'empreinte carbone n'est pas forcément meilleure. L'empreinte eau est évidemment meilleure, heureusement. Mais voilà. Je peux répéter si besoin. Et d'ailleurs, Maxime, je vous ai donné un accès à votre micro si vous voulez préciser. Voilà, n'hésitez pas.
Non, c'est une vraie question, un vrai sujet. Après, j'ai pas forcément de réponse bien spécifique à ça, mais effectivement, enfin, il y a un coût d'investissement hein, sur la réalisation de ces opérations-là qui est aujourd'hui, où le retour sur investissement est enfin, tout dépend à quelle échelle de projet on se positionne déjà. Hein. Si on est à l'échelle d'un bâtiment collectif, à l'échelle de bâtiment de collectivité ou à l'échelle d'un particulier, on n'aura pas le même niveau de temps de retour sur investissement de la réalisation. Et on se projette pas non plus sur, effectivement, tout à l'heure, je l'ai dit, le prix de l'eau est pas cher aujourd'hui. Et peut-être que le prix de l'eau sera beaucoup plus cher demain. Et du coup, il y a cette question-là qui pourra rentrer dans le sujet, à l'avenir. Quant à l'empreinte, oui, bah, c'est toute la difficulté des économies d'eau. Hein. On le voit aujourd'hui dans les travaux qu'on peut avoir au niveau HQE, plan bâtiment durable, CAP 2030, RE 2020. Forcément, quand on met des solutions en œuvre et qu'il y a des choses mécanisées, industrialisées, ça a un impact et comment on transforme cet impact contrainte en réalité, quoi. Tout à fait. Maxime, je vois que vous levez la main. Normalement, pour le micro, c'est OK. Donc, si vous voulez prendre Ouais, la parole. si c'est OK, super. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Donc oui, bah forcément, il n'y a pas forcément de réponse claire. Là, c'était dans l'idée d'avoir si on avait des retours d'expérience d'habitation à plus ou moins grande échelle pour avoir justement des coûts et voir concrètement est-ce que ça peut coûter moins cher ou non. Cela concrètement, sur nous, l'étude, moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on arrive à cette conclusion. Et du coup, pour arriver à convaincre voilà, des urbanistes, des architectes d'aller dans cette option-là pour des futurs bâtiments, du coup, pour le moment, on est un peu bloqué, quoi. Mais comme vous l'avez dit, dans le futur, le prix de l'eau sera sans doute pas le Et puis même. on a un double sujet. Le sujet des eaux grises, il est effectivement compliqué aujourd'hui. Le sujet des eaux de pluie, il faut aussi, enfin, c'est là où je rebondis sur notre histoire de contraintes et d'opportunités, c'est-à-dire que les règles d'urbanisme évoluent. On a des contraintes de gestion des eaux pluviales à la source. Donc, on doit gérer les eaux à la parcelle, à l'échelle du bâtiment et de sa parcelle. Finalement, puisqu'on a cette contrainte de gestion, pourquoi pas en faire une opportunité de valorisation? Et c'est là où finalement le coût, il faut le voir aussi différemment. C'est-à-dire que de toute façon, par les contraintes de gestion des eaux pluviales, peut-être qu'on aurait une obligation de rétention, donc peut-être qu'on aurait déjà une obligation de stockage. Donc, une partie des investissements aurait été fait de toute façon dans le cadre de la maîtrise du ruissellement et de la gestion des eaux pluviales, et que finalement, le surcoût lié à l'usage est à voir vraiment sur la partie distribution, disconnexion et point d'apport des eaux de pluie vers l'usage et pas forcément sur l'équipement de stockage qui aurait déjà dû être, qui dans bon nombre de cas maintenant va être une réalité, quoi. Tout à fait. Merci. Beaucoup. Si je peux- Et je vois que Michel a un complément, ouais. Oui, oui, oui. Je voulais réagir un peu parce que, en fait, je pense que le problème, il est peut-être effectivement pas totalement posé correctement. C'est-à-dire que il y a un peu un a priori des particuliers de penser que s'ils utilisent des eaux de pluie ou des eaux grises, quelque part, c'est pour faire une économie d'argent, mais c'est pas le cas. Derrière, c'est une sécurisation en fait d'une ressource en eau et donc effectivement lier ça, par exemple, aux enjeux au niveau de la ville de gestion à la source des eaux pluviales, c'est une bonne façon d'aborder les choses. Et puis je dirais, par exemple, quelqu'un qui a un jardin, c'est sécuriser son arrosage du jardin en période estivale. S'il y a un arrêté sécheresse qui lui interdit d'arrosage par l'eau potable, en fait, il peut encore utiliser ses eaux de toiture. Et puis il y a des enjeux purement environnementaux. Donc, je participe en fait à la protection de l'environnement. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte et c'est pas le seul point budgétaire qui doit être l'alpha et l'oméga en fait du sujet en fait. Et je pense que c'est l'erreur originelle, enfin de 2008, où quand l'arrêté récup de pluie est sorti en 2008, j'ai le souvenir que tout le monde s'était engouffré sur ce sujet. On va faire des économies sur la facture d'eau et qui est effectivement un faux objectif et une fausse réalité. Et d'ailleurs, enfin, il y a des pays qui ont développé la récupération d'eau de pluie comme la Belgique, pas pour faire des économies d'eau. Le premier sujet, c'était la maîtrise du ruissellement. Hein.
Et je pense que de toute façon, c'est relativement simple de voir que ça peut pas être économiquement équilibré. Quand on voit le prix d'une cuve d'eau, alors évidemment, celui qui met un bidon usagé pour récupérer sous sa gouttière, c'est pas pareil, mais une cuve en bonne et due forme avec filtre, etc., enfin tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec, qu'on part avec un prix d'eau qui est autour de 4 euros le mètre cube, on voit bien que c'est pas un enjeu budgétaire d'abord, c'est un enjeu multidirectionnel sur la gestion de la ressource qui est prioritaire d'abord. Et qui pose aussi d'autres contingences, des contingences aussi de paiement, parce que celui qui utilise en fait les eaux de pluie pour mettre dans sa chasse d'eau se pose la question du portage budgétaire en fait de la taxe correspondante en fait, puisque indirectement c'est plus payé sur le potable, donc il y a d'autres aspects qui doivent être entre en ligne de compte. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos commentaires. Une petite question, mais plutôt par rapport à l'étude, on en discutait un peu avant de commencer la conférence. Comment est-ce que, selon vous, une collectivité et un service eau pourraient se réapproprier cette étude et ces quelques chiffres pour sensibiliser les nouveaux élus aux enjeux de l'eau, de sobriété? Est-ce que vous pensez, Jérémy, que d'une certaine manière, ça peut être utilisé à cette fin? Enfin voilà. Comment est-ce qu'après, derrière, on peut, en tant que collectivité, se réapproprier l'étude et peut-être essayer de l'exploiter ou Ah, de pour nous, donner ces quelques chiffres, chiffres? ils sont à... Enfin, c'est comme toutes les études et tous les chiffres, hein. Les chiffres, c'est pas pour avoir des chiffres, c'est pour parler du sujet. Donc, ça peut toujours alimenter des discussions et des débats, enfin, comme on l'a cet après-midi, hein. Et c'est très intéressant de pouvoir échanger sur la perception des résultats et puis sur ce qu'on peut en faire. Donc, effectivement, ça peut permettre sur les territoires de challenger les pratiques et puis de voir effectivement où est-ce qu'on en est sur ces sujets-là. Il y a un sujet phare, cœur, qui est au cœur des discussions et on le voit. Nous, on était présents sur le Salon des maires pour porter tout ça, sur la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Donc, de voir où en sont les autres collectivités, où on en est de l'évolution des PLU et où on en est des pratiques sur ces questions-là, de savoir si on a la traîne ou en avance, ça peut toujours être intéressant pour des agents, sensibiliser ces élus au fait que soit certains sont en avance, soit nous on est en retard et qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place et que ça se met en place ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai souhaité qu'on ait ce regard aussi des chiffres, des propositions d'actions qu'on peut mener dans un mandat et de réalisations concrètes, comme a pu le montrer Alicia. Donc en fait, c'est un mix de tout ça, c'est que effectivement, c'est à disposition. Je pense qu'il faut utiliser ces actions-là pour se montrer. Parce que finalement, ce qu'on voit aussi au travers de ces pratiques-là, c'est que ce sont des pratiques qui nécessitent des investissements relativement faibles, hein, quand on va agir à l'échelle d'une collectivité. Si on veut gérer les eaux grises sur un gymnase ou récupérer l'eau de pluie sur un centre technique municipal, ça permet aux collectivités de mettre en place des démonstrateurs, de sensibiliser la population et de s'engager dans une démarche un peu pédagogique autour de cette gestion de l'eau et de montrer que c'est un peu l'axe qu'on a pris c'est de montrer que chacun peut agir. Et il n'y a pas que les grosses collectivités qui agissent, il y a aussi des petites et on peut agir à l'échelle d'une commune. On l'a vu dans les exemples qu'on a portés, qu'on n'a pas présentés là, mais et de la récupération, du stockage d'eau de forage pour l'arrosage d'un stade. Ça s'est fait par des très petites communes. Donc, chacun, en fait, peut s'approprier cette gestion de l'eau à la source et le concrétiser en actions qui permettent de communiquer, de les réaliser et d'en profiter à l'échelle d'un mandat. C'est ça qui est intéressant aussi pour un élu. C'est de se dire que ce sont des actions qui sont facilement mobilisables, faciles à mettre en place et qui ont des impacts au plus proche du terrain, c'est-à-dire que les gens le voient immédiatement, quoi. Et d'ailleurs, sur ces parties-là, donc les recommandations et idées pour les prochains mandats que vous avez évoquées dans la présentation et sur les PowerPoint, elles sont éligibles aux aides de l'Agence de l'eau et des conseils départementaux dans tous les cas, ou est-ce qu'il y en a certaines oui, certaines non? Parce que chaque fois, il y a une Certaines version. oui, certaines non, il faut aller chercher, c'est un peu à la carte et c'est Ok. pour ça que dans nos propositions, on oriente les collectivités vers le portail aide territoire pour aller bien vérifier Ouais. qu'on est éligible parce qu'en fonction des territoires, les curseurs ne sont pas forcément placés aux Ah mêmes oui, ça endroits. dépend aussi des territoires. D'accord. Il est certain que la gestion décentralisée des eaux pluviales et le déraccordement,
Je crois aujourd'hui que c'est pris en charge par les 6 agences de l'eau, oui. Très bien. Et on a une réaction sur Vimeo de Olivier de Saison de Sepia Conseil qui nous dit plutôt une réaction. Moins de la moitié des sondés a identifié le besoin d'être accompagnées en termes de compétences. Tant mieux car elles sont assez compétentes en interne ou dommage car elles sous-estiment le besoin de quantifier l'adéquation entre offre et demande pour éviter les maladaptations, ce qui n'est pas toujours évident. Des rétextes absurdes identifiés en récupération, utilisation d'eau pluviale faute d'avoir intégré des compétences métiers en amont du projet. Voilà, donc on en parlait déjà un peu tout à l'heure, si je ne me trompe pas, l'idée était aussi de se dire qu'il y a un décalage entre là où ce qu'on pense savoir et à quel point on est réellement compétent pour la réalisation de ces projets. Oui, oui, oui. Et là, tout dépend. Enfin, ça nécessite d'aller regarder ces chiffres-là. Est-ce que c'est l'élu ou est-ce que c'est l'agent qui a répondu? Et est-ce qu'on est à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité? Et est-ce on est urbain ou ruraux? Parce que nous, on s'est quand même rendu compte, enfin, dans cette étude, qu'il y a une fracture où les territoires qui sont le plus en besoin et en attente sont quand même les territoires ruraux et à l'échelle communale. C'est sûr qu'en zone urbaine et à l'échelle intercommunale, il y a malgré tout des compétences dans les collectivités et des agents qui connaissent bien les mécanismes pour aller rechercher les aides, notamment pour aller solliciter des acteurs. Donc, il reste quand même un grand pas à faire de sensibilisation et de communication et d'accompagnement au plus proche des territoires. Mais au final, c'est une opportunité aussi pour les professionnels que l'on est, hein. Complètement. Eh bien, écoutez, s'il y a une personne parmi vous qui souhaite poser une question à l'oral, n'hésitez pas à lever la main. On a encore un peu de temps devant nous pour les prendre. Ah bah Michel, je vois que vous avez posé une nouvelle question en commentaire. Ah non, c'est un commentaire. Juste un Pas commentaire une en lien avec question. le sujet. Vous organisez une conférence également sur le sujet lors du Carrefour des gestions locales de l'eau, c'est ça? Oui, en fait, c'est sur le lien entre. Enfin, la question, c'est en fait, on utilise la végétalisation des sites des villes en fait dans la perspective de lutter contre les îlots de chaleur urbains, notamment, et d'améliorer le cadre de vie. Et la question que je pose, en fait, c'est est-ce que cette végétalisation des cités est compatible avec une gestion sobre de l'eau? Ce qui revient directement à une question que j'ai posée tout à l'heure hein, sur l'évapotranspiration, sur des sujets comme ça, de se poser la question de bah, qu'est-ce qu'on fait en cas de changement climatique et de stress hydrique dans une cité où il n'y a pas beaucoup d'eau en fait. Parce qu'indirectement, ce qu'on voit tout à l'heure, la réutilisation des eaux grises, par exemple, ces eaux grises-là, en fait, s'il y a une perte qui est due à l'évaporation ou à l'évapotranspiration, c'est un flux perdu puisque quand on le renvoie en fait dans le système, en fait, à l'aval, dans le réseau d'assainissement, il y a directement dans la ressource en eau qui peut être une rivière, il y aura moins de flux sortant que si jamais on n'a pas de végétation qui pompe cette eau. Donc la question elle est de savoir, et c'est un peu tout l'objet de cette conférence, c'est est-ce que on peut avoir à la fois du végétal et de la sobriété. Et donc tous ceux qui sont intéressés sont les bienvenus à cette conférence. Voilà. Un peu Transition aussi sur pour voie du Idealco, puisque Carrefour de c'est l'eau. une conférence Idealco, hein. Oui, tout à fait. Le Carrefour de l'eau se tiendra en janvier et on aura l'occasion de parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à l'occasion de cet événement. Je vous renvoie vers le programme. Voilà. Oui, il y a beaucoup de sujets, hein, parce que Ouais. j'ai encore été ce matin sur le site de CGLE, j'ai été impressionné par le nombre de salles. Oui, oui, c'est GLE, c'est costaud. Je pense que peu importe quel est votre sujet de prédilection, vous devriez pouvoir trouver de quoi faire sur le Carrefour de l'eau. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des petites questions. Euh, Ce que je peux vous proposer, que je vous disais en introduction, peut-être Jérémy ou Alicia, si vous voulez donner une petite phrase de conclusion, un petit rappel du message que vous vouliez faire passer. Et voilà, ça laisse le temps au dernier si besoin de poser une petite question, s'il y en a qui aura été oubliée. Bah, moi, ce que je peux dire, hein, quand même, cette étude, c'est elle est assez encourageante et ça nous montre qu'il y a un mouvement collectif qui est engagé sur le sujet. Que ça ouvre quand même des perspectives d'une nouvelle vision de la gestion de l'eau où on commence
à mettre en place des briques d'un puzzle complémentaire entre les solutions collectives, les solutions décentralisées, pour aller tout ça vers plus de sobriété, plus de local et plus de responsables. Avec les bémols qu'on a pu voir, on sent que les usagers, ils confortent quand même cette vision. Et pour rebondir sur la question de tout à l'heure, par rapport à nous, notamment professionnels, il y a effectivement réellement un besoin d'accompagnement des territoires en la matière. Donc, aux professionnels aussi que nous sommes, d'être au rendez-vous des collectivités. Il va y avoir un renouvellement des collectivités, comme je le disais en introduction, avec les municipales et les renouvellements des conseils communautaires. Et à nous de bien répondre présent à la sensibilisation et l'accompagnement des territoires sur ces sujets-là. Bah, moi, ce serait que effectivement, enfin, c'est même super encourageant le fait que cette gestion de l'eau soit prise en compte au sein des collectivités, même, j'allais dire, plus largement auprès des Français. Et en fait, les solutions existent. Et, euh, et donc, bah, on est là pour accompagner vraiment le client pour mettre en place la meilleure solution pour répondre aux besoins. Mais surtout, il faut qu'on soit, enfin, alors moi, j'allais dire pour tous les acteurs qui ont des solutions, mais qu'on soit inclus dès le départ du projet pour vraiment que ben, on réfléchisse ensemble à quelle est la meilleure solution. Est-ce que c'est de l'eau de pluie? Est-ce que c'est de l'eau grise? Est-ce que c'est une toiture végétalisée? Est-ce que c'est un bassin au sol, etc. Parce qu'une fois qu'on arrive, une fois que tout est déjà mis en place, c'est compliqué de changer. Mais ouais, qu'on vous accompagne en amont des projets pour répondre au mieux à la contrainte. Non, mais oui, c'est un très bon message et on en a déjà parlé dans beaucoup de conférences jusqu'ici sur l'enjeu du pluvial et même sur d'autres projets, sur d'autres communauté idéalco, le fait de créer une transversalité dès l'amont amont du projet, que ça soit avec les pros qui vont accompagner les solutions techniques et la concrétisation mise en place du projet, et même parfois les services en interne avec lesquels on converse parfois pas suffisamment, ce qui crée après potentiellement des enjeux, comment dire, des conflits internes, interservices pour ce qui va être de l'entretien et des impacts potentiellement chez l'un, chez l'autre. Enfin voilà, c'est vrai que impliquer les pros, ça a été quelque chose qui est revenu beaucoup sur comment mener à bien un projet en gestion intégrée des eaux pluviales. Écoutez, un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cette conférence, de l'avoir animée et d'avoir pris le temps de préparer ce support. Bravo pour l'étude et l'investissement que ça représente. J'espère que vous allez encore avoir l'occasion de la diffuser et de la partager et voilà, et peut-être d'en faire une nouvelle pour aller un peu plus loin et identifier les petites zones de flou qui restent sur tout ça. Et merci aux participants de nous avoir suivis, d'avoir posé des questions. N'hésitez pas sur la fiche formation, vous avez un onglet discussion qui permet d'adresser spécifiquement sur la conférence des interrogations. Ça me permet moi de revenir vers les intervenants plus tard si besoin pour leur adresser directement. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et on se retrouve peut-être prochainement dans une conférence. Et merci encore Jérémy et Alicia pour aujourd'hui. Merci Merci, à à toutes et à bientôt. Au tous. revoir. Et à bientôt. Merci à tous.